Bonjour et bienvenue dans Citizen Vox, le média qui questionne la valeur du vivant dans les villes. Comment produire des villes à forte valeur urbaine, c'est-à-dire habitables, fluides, créatives, bref, résilientes, en partant des sols? Comment tisser un lien vertueux entre la production urbaine et l'utilisation des ressources? Je suis Fanny Hervera et avec mes invités, j'explore ce vaste sujet sous toutes ses formes. C'est parti! Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour un nouvel épisode de Citizen Vox que nous consacrons aujourd'hui au rôle des EPFL dans la fabrique urbaine. Nous avons le plaisir d'accueillir Arnaud Portier. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes directeur de l'établissement public foncier local du Pays Basque et vous êtes également secrétaire général de l'Association nationale des EPFL. C'est ça. Alors, je suis très enthousiaste de recueillir votre témoignage en tant qu'acteur territorial du foncier, parce que vous allez pouvoir nous expliquer dans quelle mesure l'action foncière se complexifie dans un contexte de sobriété et impacte de manière très significative la capacité des territoires à répondre aux besoins, par exemple, et vous allez nous en parler, en matière de logement abordable. Alors, on va essayer de comprendre comment les EPF locaux sont des opérateurs clés que les collectivités, les territoires ont tout intérêt à mobiliser au maximum pour trouver des réponses locales aux multiples difficultés que subit actuellement la production urbaine. Donc d'abord, je vous propose de revenir sur ce qu'est un EPFL et quel acteur clé c'est dans le cadre des opérations d'aménagement. Ce qui est étrange, c'est que c'est assez encore méconnu, alors que effectivement c'est un acteur clé. Donc qu'est-ce que c'est qu'un EPFL ? Quel est son rôle ? Alors, l'EPFL, il a une activité, on va dire, centrale, ou en tout cas prépondérante, qui est le portage foncier. C'est ça l'utilité, en fait, principale d'un outil comme l'établissement public foncier, c'est cette capacité à acquérir du foncier. Donc, on verra qu'il y a tout ce qu'il faut faire avant l'acquisition, la démarche d'acquisition. Mais la plus-value que va apporter l'EPF principal, c'est effectivement cette capacité à porter sur des temps plus ou moins longs. Et donc, c'est effectivement la capacité à assurer la maîtrise du foncier public et faire en sorte qu'à terme, ce foncier puisse être rétrocédé soit à la collectivité, soit à un opérateur que la collectivité aura choisi et à qui elle va confier la réalisation du projet qu'elle entend mener. Donc, il y a, comme je le disais, un cœur de métier qui est ce portage, et on va dire que s'il n'y a pas de besoin de portage foncier, s'il n'y a pas cette nécessité, l'intervention de l'EPF peut poser question, mais on se rend compte que finalement, à l'usage et par rapport à la mise en place de ces outils, il y a d'énormes missions en fait et d'importantes activités qui se développent en préalable. L'accompagnement en fait, puisqu'on est quand même dans un contexte où, par le passé, les collectivités étaient fortement appuyées, accompagnées par les services de l'État, et que, on le voit bien, sur l'ensemble du territoire, il y a un peu un recul, en fait, et une perte de présence de ces services et de cet accompagnement. Donc les collectivités ont besoin, en fait, de cette ingénierie sur la question foncière, de pouvoir comprendre comment va se construire et comment elles vont devoir mettre en place leur politique et leur stratégie foncière, afin de traduire, en fait, par cette stratégie, le projet de développement qu'elles veulent mettre en place. Donc il y a tout ce travail préalable d'accompagnement, on va dire d'acculturation à la question foncière, aux outils qu'elle peut utiliser, qu'il est nécessaire de prévoir. On pense aux droits de préemption, on pense aux zones d'aménagement différées, aux droits de préemption renforcés, à la mise en œuvre de procédures de DUP, qui sont des outils qui quelquefois peuvent paraître un peu barbares, un peu compliqués, mais qui sont absolument nécessaires en fait dans la conduite et dans la mise en œuvre d'une politique foncière. Donc il y a tout cet accompagnement préalable, il y a tout le savoir-faire et l'expérience et la capacité en fait ensuite à négocier, puisqu'en fait dans la négociation foncière et surtout de la négociation foncière pour de la maîtrise publique, il est fondamental en fait d'acheter au juste prix et dans des conditions optimales en fait pour permettre la mise en œuvre du projet public. Donc il y a tout ce savoir-faire, toute cette analyse préalable et faire en sorte effectivement de bien anticiper. Et derrière, une fois que l'EPF va devenir propriétaire, il va effectivement procéder à ce portage,
Mais quand on parle de portage foncier, en fait, comme ça, on oublie peut-être, ou en tout cas, on n'anticipe pas le fait qu'il y a porter du foncier, c'est aussi gérer des locataires, gérer des biens à sécuriser, puisque le PF est quand même amené souvent à acheter des biens qui sont pas flambant neufs, qui sont plutôt des biens à réhabiliter, des biens en mauvais état, que la collectivité entend démolir ou réhabiliter. Donc ça veut dire effectivement des problématiques de sécurisation des sites, des problématiques de squat, mais aussi de l'usage transitoire, puis faire en sorte effectivement que sur cette portage, si c'est possible, on puisse avoir une utilisation optimale en fait. On va peut-être effectivement décliner tout ce que vous faites après. Pour reprendre un tout petit peu le fil en arrière, donc un EPF, c'est d'abord un acteur du foncier dont la vocation initiale, c'est vraiment le portage foncier. Donc au départ, on pourrait penser que c'est un acteur assez technique. Et en fait, on se rend compte que le rôle réel des EPF, c'est depuis le conseil aux collectivités, sur la stratégie foncière peut-être, jusqu'à l'ingénierie véritablement foncière. Vous parliez tout à l'heure des droits de préemption, de toutes les procédures expropriation, etc., pour accompagner les collectivités, voire faire pour leur compte. Et toute là, évidemment, pour le coup, la partie foncière en portage et en gestion patrimoniale, puisque derrière vous êtes propriétaire, au moins de manière transitoire, de foncier. Voilà, donc si on pouvait peut-être définir le rôle, c'est ces trois éléments du conseil, de l'ingénierie et de la technicité vraiment foncière en portage, négociation et gestion patrimoniale. C'est OK pour vous ? Ah oui, c'est exactement ça. Et on peut peut-être le synthétiser. Enfin, on essaye, quand on essaye de le synthétiser, le PFL se veut et se doit d'être finalement l'acteur foncier d'un territoire en lien et au service des politiques publiques qu'entendent mener les élus du territoire. Alors, vous allez peut-être nous expliquer comment se crée un EPFL, etc. rapidement, quand même revenir sur le cadre réglementaire. Mais puisqu'on parle d'EPFL, ça veut dire qu'il y a des EPF, non pas locaux mais d'État. Est-ce que vous pouvez rapidement nous donner les différences et les points communs entre ces deux statuts ? Alors, il y a beaucoup de points communs, puisqu'en fait, on va dire que sur l'activité et sur les objectifs qui sont portés par ces structures, on est cousins, pour pas dire demi-frères, donc on va effectivement avoir les mêmes façons de procéder, on utilise les mêmes procédures, donc les mêmes façons de faire. On va dire que les différences principales sont sur la mise en œuvre d'un EPF d'État et d'un EPF local, puisqu'un EPF d'État, comme son nom l'indique, est créé par une décision ministérielle sur un territoire qui est directement couvert et entièrement couvert en fait par l'EPF. Après, bien sûr, avoir quand même travaillé une consultation avec, puisque souvent on est sur des territoires qui correspondent à des périmètres de région administrative, donc en associant bien sûr la région, les départements, les grandes collectivités de ces territoires sur le souhait et leur intérêt pour un tel outil, mais on a une couverture immédiate de l'ensemble du territoire. Et ensuite, effectivement, c'est dans la gouvernance, c'est-à-dire dans la gouvernance, encore une fois, comme son nom l'indique, l'État est présent, mais pas que. La région, les départements, les grandes collectivités sont les collectivités décisionnaires. Et autre élément important qui, on en reparlera sûrement, on va dire, impacte l'activité des EPF d'État, c'est le fait que quand un EPF d'État emprunte, c'est comme si c'était l'État qui empruntait. Et donc, effectivement, par rapport à la problématique de la dette nationale, on va dire que les EPF sont pas encouragés, pour pas dire qu'on ne souhaite pas qu'effectivement ils procèdent à des emprunts. Alors, ça peut leur arriver, mais c'est quand même pas une démarche qui est souhaitée. À l'inverse, les EPF locaux, effectivement, eux, sont créés un peu dans le même principe que les syndicats mixtes ou les établissements de coopération intercommunale, où ce sont des collectivités qui se mobilisent entre elles et se fédèrent pour demander en fait au préfet de région un arrêté préfectoral de création donc de cette structure sur le périmètre et uniquement sur le périmètre des collectivités qui ont valablement délibéré pour adhérer à cette EPFL. Alors avec des petites subtilités, il y a quelques années, les collectivités pouvaient demander une adhésion individuelle, donc une commune membre d'un EPCI pouvait adhérer de façon individuelle.
Ce n'est plus possible depuis quelques années, depuis la loi Allure, en fait. Et donc, aujourd'hui, effectivement, les adhésions se font par adhésion de PCI en globalité. Et le périmètre, donc, peut être un périmètre finalement discontinu sur un territoire. Et la particularité aussi, c'est que les EPF locaux, du coup, sont à géométrie variable. Vous avez des EPF qui sont sur des dimensions départementales. Certains sont sur des dimensions de métropole. D'autres, mais bon, c'est lié un peu à notre particularisme Pyrénées-Atlantique entre Béarn et Pays Basque, où en fait on a un EPFL béarnais, un EPFL basque. Et puis vous avez des EPFL qui, par leur histoire, finalement, par leur antériorité, se sont développés sur un département. Et les départements voisins qui, finalement, s'intéressaient au sujet, ont fait le choix de se raccrocher à l'EPFL existant plutôt que d'aller créer leur propre PFL. Donc on a le cas en Auvergne, l'ancienne région Auvergne, où vous avez un EPF du coup qui est sur le positionnement de l'ancienne région. Vous avez ça dans le centre aussi. Enfin voilà, il y a quelques cas comme ça. Et là, pour le coup, nous, EPFL, effectivement, on est autorisé à aller chercher des financements par l'emprunt, ce qui veut dire que du coup, on a des durées de portage qui peuvent être beaucoup plus longues, puisqu'on peut s'appuyer effectivement sur ces financements par emprunt, ce que les EPF d'État ne peuvent pas réaliser. C'est la différence essentielle, en fait. Alors, aujourd'hui, en tout cas, dans la situation dans laquelle on est, on en reparlera sûrement, ça amène les EPF d'État à mener des réflexions justement sur la mise en place de filiales pour leur permettre d'assumer des portages sur des longues durées, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui, réaliser une opération d'aménagement, restructurer un quartier, ça prend du temps. Et donc, il est difficile de faire ça sur des durées de portage qui vont entre 6, 7, 8 ans. Ouais. On va en parler en troisième partie de ce podcast, puisqu'effectivement, c'est une des limites importantes. Et il faut absolument creuser et prendre conscience de ces limites pour faire évoluer ensuite les modèles. Le PFL est créé à l'initiative, vous l'avez dit, des communes et intervient uniquement sur ce périmètre. Est-ce que vous pouvez nous détailler, vous avez parlé de l'emprunt, est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu plus les ressources d'un EPFL? Donc il y a l'emprunt, est-ce qu'il y a de la participation financière des communes adhérentes, j'imagine? Est-ce qu'il y a des taxes? Est-ce que vous pouvez développer les grands postes de recettes d'un EPFL? Là aussi, il y a deux types, parce qu'on a certains EPFL qui aujourd'hui n'ont pas mis en place la taxe dont peuvent bénéficier les EPFL, et aujourd'hui la plupart en fait sont dotés de cette taxe qui s'appelle la taxe spéciale d'équipement, la TSE, qui est une taxe additionnelle aux 4 taxes foncières connues, avec le particularisme de la taxe d'habitation qui a été un peu amputée, puisqu'aujourd'hui effectivement il ne reste que la taxe d'habitation sur les résidences secondaires. Donc ça c'est vraiment pour ceux qui l'ont mise en place, et les EPF d'État, eux par contre, ont tous la TSE. C'est vraiment le financement. Alors, en volume, c'est pas financement forcément principal, mais c'est vraiment le bras de levier pour aller chercher de l'emprunt, puisque c'est une recette fiscale garantie qui rassure effectivement les organismes de financement et de prêt, puisque cette recette est assurée chaque année, garantie, et donc elle donne la capacité d'aller chercher un bras de levier complémentaire par l'emprunt. Vous dites que ce n'est pas la recette la plus importante en volume, mais en pourcentage, en proportion. Pour vous donner une idée, aujourd'hui, si je parle de l'EPFL Pays Basque, l'année dernière, on a réalisé à peu près 32 millions d'euros d'acquisition foncière. On a une taxe spéciale d'équipement qui représente à peu près 6,5 millions d'euros. Et on a des retours sur investissement, des portages que nous avons donc sur le stock de l'ordre de 7 millions. Le reste, si vous voulez, on va le chercher par l'emprunt. D'accord. Donc c'est vraiment l'emprunt, en fait. Enfin, en tout cas, dans notre modèle, aujourd'hui, alors il y a des cas où vous avez des structures qui ont une fiscalité largement suffisante, voire majoritaire, dans le cadre de leur financement. Il y a aussi le principe de gestion des stocks, c'est-à-dire que entre les rétrocessions qui permettent effectivement de reconstituer des financements et des moyens d'intervention. Donc voilà, c'est ce modèle un peu d'organisation et de fonctionnement qui permet aux EPF d'agir. Le constat, quand on regarde un petit peu l'ensemble des modèles,
on se rend compte en fait que c'est une machine à faire du stock, un EPF, et qu'à partir du moment où en face, en fait, on a des collectivités ou des opérateurs qui sont en capacité de racheter le foncier, ou en tout cas au moins une partie du foncier, c'est une machine qui fonctionne sans difficulté. Alors c'est peut-être un peu bizarre de dire ça, mais et donc en tout cas nous, par exemple, dans notre cas au Pays Basque, aujourd'hui on est à 30 millions d'euros d'acquisition foncière. Si on devait aller jusqu'à 50, 60, 70 millions d'euros, on aurait capacité à le faire. En fait, le problème en face, c'est est-ce que les collectivités auront capacité à racheter ce foncier ? Bien sûr. Et c'est là où va à un moment se bloquer la machine, et c'est dans cette période dans laquelle on est maintenant, c'est-à-dire qu'on fait face à des budgets publics et des collectivités qui sont moins florissants, moins en capacité effectivement de mener ces actions foncières. Oui, donc vous donnez un point important. Votre modèle, il est basé sur, effectivement, vous avez du foncier en possession, enfin, vous êtes propriétaire d'un foncier de manière transitoire, et tout le modèle repose sur le fait que la collectivité va ensuite racheter ce foncier. Alors, sinon vous ne le faites pas. Oui, collectivité ou opérateur. Ou opérateur, désigné par la collectivité. Et après, dans le bilan, en fonction de la structuration des EPF, en fonction aussi, là, pour le coup, des territoires, c'est-à-dire que vous avez des territoires où, par exemple, les prélèvements SRU, donc les pénalités qui sont mises en place sur les communes qui n'ont pas atteint leur quota de logements sociaux, dans certains territoires, les EPF sont destinataires de la pénalité SRU. Donc c'est une recette qui leur permet ils réinjectent en fait ces moyens financiers sur le territoire. Très souvent, ils le réinjectent en faisant ce qu'on appelle de la minoration foncière, donc en revendant moins cher le foncier qu'ils n'ont pu l'acheter. Certains aussi ont capacité à faire, on va dire, des financements dans le cadre notamment de travaux de dépollution, de déconstruction, dans le retraitement des friches par exemple, puisqu'on se rend compte aujourd'hui qu'on est amené à acheter du foncier pollué, à déconstruire, ou au moment où on l'achète, même à ce prix-là, l'opération n'est pas faisable. Et en plus, il faudra rajouter des coûts de démolition et de dépollution. Et donc, effectivement, l'intérêt pour le territoire, c'est qu'il y a un acteur, à un moment, par ses moyens financiers, qui absorbe ces coûts et qui permettent derrière, effectivement, de produire du foncier aménageable. Là, on parle d'une mission qu'on n'a pas évoquée tout à l'heure, qui est de faire de l'aménagement, enfin, ou au moins du proto-aménagement. Donc, ça veut dire que les EPF, elles, font aussi ce genre de mission de proto-aménagement, c'est-à-dire de préparer le foncier pour ensuite l'aménagement. Oui, c'est là aussi, alors je l'ai omis dans la présentation tout à l'heure, mais dans le portage foncier, l'intérêt, c'est effectivement de recéder un foncier plusieurs années après, à minimum, au pire, au prix auquel il a été acheté plusieurs années avant. Donc ça veut dire qu'au mieux, si on peut faire de la minoration foncière, on va même le revendre 10, 15 ans après, moins cher qu'au prix auquel il a été acheté au départ, et en plus de livrer un foncier prêt à être aménagé. Donc ce qui veut dire, et ça on voit aujourd'hui effectivement que dans les opérations, les opérateurs, les bailleurs notamment ou d'autres, sont rassurés quand l'EPF a pu procéder en fait finalement à tous les travaux de curtage, de démolition, de dépollution, puisqu'on sait tous que ce sont des opérations où on sait comment ça commence, mais on ne sait jamais comment ça finit. Et quand ça finit. Voilà, et avec tout ce qui peut se passer, toutes les surprises qu'on peut avoir entre-temps. Et donc c'est vrai que pour les opérateurs, d'arriver sur un foncier préparé par un EPF, c'est rassurant, et ça leur permet de se dire que le travail peut-être le plus obscur et le plus compliqué a été réalisé. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques indications sur le mode opératoire que vous avez avec les collectivités locales ? Comment ça se passe ? Vous travaillez par convention, Alors ça, c'est pareil, il n'y a pas de... Bien sûr, ce sont des conventions. Hein. Bien sûr qu'on est comme tout acteur public, on travaille via des délibérations, des décisions de conseil d'administration. Mais ce qui est très important, et ça, c'est pas forcément défini par le code de l'urbanisme, c'est que quand on achète un foncier pour une collectivité, ou en tout cas dans l'intérêt de la mise en œuvre de son projet, l'idée c'est quand même de s'assurer qu'on achète le bon foncier et au juste prix, et que au bout de 5 ans, 10 ans, 15 ans de portage, ce foncier qu'on a acheté, on pourra effectivement
y réaliser le projet qu'entend réaliser la collectivité. Qu'est-ce que ça veut dire, acheter au bon prix, le foncier au bon prix, etc. Ça veut dire qu'aujourd'hui, alors acheter au bon prix, il y a un marché. Donc on n'est pas, je dis souvent, on n'est pas Superman ni Zorro. Hein. On est comme les autres, on nous fait pas de cadeaux et on nous permet pas d'acheter à moitié prix le prix du marché, le foncier au prix du marché. Donc c'est notre force de négociation en fait. Parmi la force de négociation, c'est le fait d'acheter sans condition, ce qui peut être différent de certains acteurs qui sous-tendent finalement l'acquisition d'un foncier à l'obtention d'un permis, à la garantie d'un certain nombre de choses. Le PF, lui, il achète pour acheter, il sait qu'il va être dans une portage long, que le projet n'est pas déterminé. Donc pour le propriétaire, effectivement, c'est une garantie d'être payé, comme on dit, dans un délai relativement court, puisque c'est de l'ordre de 3 à 6 mois. Et donc, c'est là-dessus qu'on peut jouer par moment aussi en disant mais vous êtes sûr de tenir cette somme-là? Peut-être que vous promet le voisin ou l'autre acteur, vous n'êtes pas sûr. Peut-être qu'un jour vous l'aurez, mais peut-être que vous l'aurez jamais. Donc, ça nous donne quand même des marges de négociation conséquentes. Est-ce que vous achetez moins cher, du coup? Vous arrivez à acheter moins cher que le marché la plupart du temps? Oui, on arrive. Ce qui nous pose quelques problèmes, on pourra en parler, dans des contextes de tension, parce qu'en fait, très clairement aujourd'hui, par exemple, on achète des maisons ou des biens d'habitation à des propriétaires occupants. Et comme on cherche à acheter au meilleur prix, lorsqu'on tombe d'accord avec eux, finalement, au bout d'un an, puisque généralement on leur laisse une année d'occupation gratuite du bien pour une fois l'acte réalisé, finalement, pour leur permettre de trouver un bien à acheter et à pouvoir se reloger. Et il nous arrive en fait qu'au bout d'un an, ces propriétaires nous disent finalement, ce que vous m'avez donné, j'ai rien trouvé sur le marché libre, et donc est-ce que je peux devenir votre locataire? Voilà. Donc ça, c'est une question qui se pose aujourd'hui en zone tendue. Qui commence à nous questionner parce qu'on se dit, d'un côté, on a fait en sorte effectivement d'acheter ce qui nous semble être le prix le plus juste possible, parce que l'objet, c'est pas non plus d'arnaquer le propriétaire, hein, c'est d'être au plus juste du prix. Mais il est vrai que du coup, ces sommes, comme elles se situent souvent dans la partie basse de la fourchette du prix, sur le marché libre, les gens, quelquefois, ont du mal à retrouver effectivement un bien équivalent. Alors après, on rentre aussi dans des conceptions, quelle est l'équivalence d'un bien parce que quand on vend son propre bien, on a une conception de celui-ci qui quelquefois n'est pas tout à fait celle que une personne extérieure peut avoir. Bon, ça c'est un autre souci. Mais c'est vrai qu'on est quand même dans une démarche d'acheter, en tout cas plutôt dans la partie basse de la fourchette. Aussi parce que quand on intervient sur un secteur, on va multiplier les acquisitions. Donc en étant un acquéreur régulier, récurrent, on crée des références et on a aussi des valeurs de référence et de comparaison. Par exemple, je vais donner un exemple assez simple, on intervient sur un territoire où on achète des box de garage. Il y a à peu près une 50aine de box qui sont les uns à côté des autres. On a défini le prix pour un box et aujourd'hui on les achète tous au même prix. Même si des propriétaires en veulent plus au départ, ils finissent par comprendre effectivement que, puisqu'on doit en être au 20e ou au 25e acheté, le prix c'est celui-là et c'est pas un autre. Donc vous contribuez à la régulation du marché foncier Non, non, il faut dire... en tout cas, vous faites sur des références. Sur les périmètres établis, parce que ça c'est une partie de la réponse que je vous ai pas donnée à votre question, c'est que effectivement, ce qu'on essaye de faire, donc dans ce principe aussi de s'assurer que le foncier que l'on achète va véritablement être utile et va servir à la mise en œuvre de l'opération publique, c'est d'essayer de faire définir par la collectivité le périmètre et les biens sur lesquels il est opportun et intéressant de se positionner et d'agir. Donc il y a tout ce travail de réflexion préalable. Quelle est la nature du projet que je veux réaliser? Du coup, à quel endroit de mon territoire est-ce que celui-ci doit se mettre en œuvre? Et du coup, sur quel foncier, sur quelle parcelle, comment, avec quel outil je vais effectivement m'assurer cette maîtrise foncière et faire en sorte derrière d'avoir le foncier nécessaire à mon opération. Et effectivement, à l'intérieur de ces périmètres, on se rend compte que notre action finit par faire baisser. On achète quelquefois moins cher au mètre carré à la fin qu'au début des négociations, de par la constitution de ces références et cette action dynamique. Par contre, il faut se dire les choses, en tout cas,
là je parle de ce que je connais, c'est l'action de l'EPFL Pays Basque. Je vais vous donner un chiffre très simple. L'EPF, je vous disais, a fait 32 millions d'euros d'acquisition. Le niveau des transactions est connu par nous, puisqu'il y en a tout un tas qui ne nous est pas communiqué dans le cadre des déclarations d'intention d'aliéner des notaires. Donc il y a tout un tas de ventes qui, soit parce qu'il n'y a pas de droit de préemption sur le territoire, soit parce que ce sont des ventes qui échappent à la préemption. On est à plus de 2 milliards d'euros de transactions. Donc on intervient sur 30 millions d'euros sur 2 milliards, ce qui est très faible. Et ce qui est très largement insuffisant pour peser sur le marché et arriver à réguler ce marché. Malgré tout, vous faites quand même sur certains... Là, l'exemple des box, il y a quand même des prix références qui sont... Oui, mais qui à l'autre bout de la commune, auront peut-être pas forcément d'effet, effectivement, sur le marché lui-même. Là, dans le quartier, oui, parce que sur l'ensemble des box qu'on aura acheté, tout le monde a en tête que ce soit l'ensemble des acteurs, les propriétaires, les notaires, les agents immobiliers, tout le monde a en tête que c'est ce prix-là et pas un autre, et que c'est à ce prix-là que se feront les transactions. Maintenant, effectivement, sur d'autres secteurs de la commune, ces références, quelquefois, sont insuffisantes pour entrer dans le jeu. Pour autant, comme on passe quand même quelquefois par des procédures judiciaires, avec des fixations judiciaires par le juge de l'expropriation, d'avoir cette capacité à constituer un volant de référence suffisant, nous permet quelquefois de nous appuyer justement sur ces références et montrer que notre intervention à l'amiable, puisque c'est quand même ça qui est important souvent, c'est d'avoir ces références de négociation amiable, donc avec accord du propriétaire, nous permettent de montrer que ce prix est cohérent et a été accepté par des propriétaires. C'est un travail de longue haleine qui se fait. Alors c'est un travail de longue, temps, de longue haleine et qui surtout, ce qui est pas toujours simple, il faut le dire parce que, et c'est pas pour jeter la pierre aux collectivités, mais les collectivités, quelquefois, sont prises entre le marteau et l'enclume sur le fait, effectivement, de faire attention au prix auquel elles acquièrent le foncier, mais aussi, quelquefois, sur l'urgence de mise en œuvre du projet. Par exemple, quand vous devez agrandir une école et qu'il faut acheter le terrain permettant cet agrandissement, si le propriétaire est un peu retors et veut un prix supérieur à celui estimé du foncier, quelquefois, la municipalité peut dire on en a besoin, quoi. Donc tant pis, on accepte le prix du propriétaire. Alors c'est légitime, c'est compréhensif. Le problème, c'est que, et c'est ça qui est compliqué en fait dans l'explication et finalement dans la communication et la formation des élus à la question foncière, c'est que cette acceptation, elle est terrible pour la suite, puisqu'en fait, on considère que la collectivité a accepté ce prix, donc ça veut dire qu'elle devra l'accepter tout le temps, et qu'elle n'aura pas la possibilité la prochaine fois de dire non, c'est moitié prix, en disant mais pourquoi lui ce prix-là et moi moitié prix. Donc c'est vrai qu'en tant que PFL, on fait en sorte d'avoir une cohérence, d'avoir une ligne de conduite qui nous facilite pas toujours la relation avec les collectivités, notamment dans le cas que j'évoque, parce qu'effectivement, elles nous disent vous êtes pénible, vous vous rendez compte, on perd du temps. On a le sujet sur des opérations en logements sociaux. On préempte avec offre d'achat, donc non seulement on empêche la vente d'un foncier, mais en plus on intervient en demandant à ce que le prix soit baissé, ce que le propriétaire peut accepter ou pas, ou demander au juge de l'expropriation de le faire fixer. Et quand derrière il pouvait potentiellement y avoir une opération de logements sociaux, c'est du temps effectivement qui retarde la possibilité de faire. Je pense par exemple quand on a des opérations, des acquisitions qui sont faites par des promoteurs privés qui vont vendre des logements sociaux en VFA, quelquefois notre intervention qui empêche l'acquisition par le promoteur privé va de fait empêcher la réalisation de l'opération et donc empêcher la vente en VFA des logements sociaux, ce qui veut dire que la collectivité va voir son nombre de logements sociaux dans le cadre de ses objectifs pas forcément être atteint. Et donc toute la discussion sur la préemption. Donc on est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire que d'un côté il faut maîtriser le prix du foncier, mais en même temps la politique générale, la création de logements voudrait que finalement
on ferme les yeux quelquefois sur des valeurs de foncier qui soient spéculatives. Et ce que vous dites, on voit que c'est l'anticipation qui permettrait très en amont, et l'anticipation, et finalement on revient sur la question de la stratégie foncière, très en amont, et la stratégie du territoire, finalement le projet de territoire, qui permettrait d'éviter tous les écueils que vous venez de citer. Et donc j'aimerais, pour finir cette première partie sur comment fonctionnent les EPF, les mécanismes, etc., j'aimerais savoir qu'est-ce que vous mettez en place avec les collectivités pour aller de plus en plus sur ces stratégies foncières, voire stratégies de territoire, et quelles sont les limites actuelles? Vous venez d'en donner des limites, c'est-à-dire des fois on est pris par l'urgence, etc. Mais j'aimerais savoir un peu si ça progresse, si votre coopération avec les collectivités locales dans une dimension stratégique, elle avance, ou est-ce que les collectivités sont réticentes encore ou pas? Enfin voilà, donnez-nous un peu votre expérience autour de ça. Non, mais je crois qu'il faut... Il y a un progrès, fort heureusement, parce que, mais malgré tout, il y a les difficultés qu'on rencontre, en fait, c'est l'inadéquation entre le temps du mandat électif et le temps de l'aménagement. Concrètement, un maire qui, le jour de son élection, dit je vais refaire un nouveau quartier, je vais refaire ce quartier de mon territoire, il a intérêt à être réélu parce qu'il ne le verra pas sur son mandat. Donc ça, c'est compliqué quelquefois à faire comprendre, c'est-à-dire que au quotidien, et puis les difficultés budgétaires aussi, ou les restrictions budgétaires, entraînent, et on le comprend, les collectivités, les municipalités, quelquefois à prioriser des investissements sur des opérations qui vont se faire rapidement. Je pense à des travaux, je parlais de l'école tout à l'heure, refaire le trottoir, un aménagement de carrefour, un équipement public sur du foncier communal. Alors ce qui crée aussi des situations, et là le ZAN va aussi générer des situations de blocage ou de conflit, c'est qu'on a vu des opérations qui se voulaient vertueuses ou affichées comme vertueuses. Je pense par exemple quelquefois à des écoquartiers qui se situaient à 10 km du centre-ville, et pour acheter vos baguettes de pain, il fallait prendre la voiture. Donc on parle d'écoquartier. Pourquoi ça s'est réalisé là? Parce que le foncier était public. Donc on a dit, c'est là, on est propriétaire, donc on le fait là. Alors ça, c'était une culture à l'époque. Le ZAN aujourd'hui tend quand même à réduire ça. Il n'empêche qu'il y a un débat aujourd'hui sur, attendez, on est propriétaire du foncier, il est ouvert à l'urbanisation, on va quand même pas le remettre en zone agricole, et du coup, il faudra qu'on aille acheter du foncier ailleurs. Mais en même temps, si le foncier est très éloigné des services, qu'il faut faire plusieurs kilomètres de réseau d'assainissement, dont on sait le coût aujourd'hui, est-ce qu'il est opportun, effectivement, de maintenir ces secteurs? Donc, on a cette difficulté aujourd'hui, pas forcément sur le fait de se mettre autour de la table, d'essayer de traduire le projet exprimé par la collectivité. En tout cas, nous, les collectivités avec qui on travaille, petites comme grandes, les élus ont une idée assez claire de ce qu'ils veulent et de ce qu'ils ne veulent pas en matière de développement. L'idée, c'est de leur faire exprimer cet élément-là, de leur faire comprendre comment ça peut se traduire en matière d'urbanisme et d'aménagement, et d'essayer de voir comment sur leur territoire ça peut se reporter, au regard effectivement de la structuration de la commune, des équipements, et derrière de la question foncière. Ce qu'il faut réussir à faire, qui n'est pas toujours facile, c'est à conserver le cadastre, mais sans l'identité des propriétaires. Parce que ça, c'est quelquefois quelque chose qui vient complexifier le sujet. Pour autant, on se rend compte qu'on arrive à avancer. Maintenant, la difficulté, c'est les problématiques de capacité, de garantie, de pouvoir faire. C'est vrai qu'aujourd'hui, et on a plein d'exemples, des collectivités sont volontaires, ont envie, mais quand on commence à travailler finalement dans la faisabilité de l'opération, sur des bilans d'opération, on se rend compte que les restes à financer sont énormes, et la collectivité dit « mais moi je peux pas financer ce genre de financement ». Pendant très longtemps, on a trouvé des équilibres, et je parle de notre territoire au Pays Basque, où finalement on produisait du logement social parce qu'il fallait en produire sur du foncier très cher, avec des coûts de construction élevés. Et finalement, c'était l'augmentation des prix de vente du libre qui faisait qu'on trouvait des équilibres dans les opérations, plus des participations financières publiques.
Donc la machine arrivait encore à tourner. On a vu des opérations à 8, 10, 12 000 euros du mètre carré. Tout le monde se disant, mais c'est pas possible, un jour ça va s'arrêter. Effectivement, ça s'est arrêté. Et donc aujourd'hui, on se rend compte qu'il y a des difficultés où on dit, et même les opérateurs le disent aujourd'hui, même à 0 euros, on sort pas l'opération. Donc comment on fait ? C'est ça. Voilà. Donc c'est vrai que aujourd'hui, je pense qu'on a franchi le cap de l'intégration par la collectivité, de cette nécessité d'anticiper, de pas attendre. Malgré tout, une politique foncière ou sur un territoire, il y a des ventes qui interviennent. On n'imaginait pas qu'un jour ce bien-là soit mis en vente. Et donc on se dit oh là là, on peut pas le laisser partir. Donc il y a quelquefois, des situations d'urgence. Mais malgré tout, ça tente à se restreindre parce qu'on voit qu'avec pas mal de communes aujourd'hui, on arrive à travailler effectivement sur des périmètres, sur des organisations. Beaucoup plus qu'il y a une dizaine d'années, j'imagine. Oui, carrément. Voilà, ouais. Donc là, on vous saisit beaucoup plus régulièrement et vous avez vraiment ce rôle de conseil c'est-à-dire que c'est dans le développement des activités de l'EPF. Ouais. On a fait un travail d'accompagnement des collectivités où on a aujourd'hui en fait réalisé ce qu'on appelle un référentiel foncier. Donc on est allé regarder finalement quels étaient tous les gisements fonciers sur le territoire, et donc commune par commune, travailler avec elle finalement sur quels sont les gisements fonciers qui vous semblent pertinents et ceux sur lesquels vous avez envie d'avoir une intervention publique, ceux sur lesquels vous laissez faire l'initiative privée. La règle d'urbanisme aujourd'hui correspond aux objectifs que vous entendez avoir, et petit à petit comme ça arriver finalement à la définition des secteurs sur lesquels la collectivité entend avoir une maîtrise foncière publique. Mais encore une fois qu'on commence à regarder ce que ça représente en matière de coûts, ne serait-ce que d'acquisition. Il y a la question de la faisabilité derrière qui, de toute façon, reste entière. C'est ça. Et on a des collectivités aujourd'hui, petites comme grandes, parce qu'en fait, c'est juste une question de niveau. 500 000 euros d'acquisition foncière pour une collectivité vont représenter plusieurs années de budget. Pour d'autres, c'est pas grand-chose. Mais en fait... C'est là que les coopérations ensuite entre collectivités et certaines mutualisations seront apposées. Oui, enfin en tout cas le constat aujourd'hui, si vous voulez, pour nous, PFL, Pays Basque, c'est comment on construit un modèle qui nous permet de dire à une collectivité qu'on y va, qu'on ne va pas ne pas l'accompagner parce qu'elle n'est pas capable de financer en face le foncier. Donc de dire comment l'EPF devient un vrai acteur, c'est-à-dire qu'il devient un vrai acteur public du territoire, où il devient propriétaire de ce foncier. Voilà, le foncier devient public, il devient propriété de l'EPFL, ce qu'il est aujourd'hui, mais là pour le coup... Sur le long terme, vous voulez dire, en tout cas de manière définitive. Sur du long terme, alors quelquefois peut-être sur certains sujets définitifs, mais sur d'autres, en tout cas au moins transitoires, et faire en sorte que ce foncier il est public parce qu'il est propriété de l'EPF, et en collaboration avec la collectivité, avec bien sûr des conventionnements, des engagements et tout un tas de choses, on fait en sorte de s'assurer que derrière, il y a de la mise en œuvre d'opérations et l'EPF revendra ses fonciers effectivement aux opérateurs qui seront amenés à développer le projet. Parce qu'en fait, c'est ça le problème aujourd'hui, c'est que vous avez des collectivités volontaires qui ont envie d'intervenir, d'avoir de la maîtrise publique, et notamment dans la mise en application du ZAN, et donc de reconstruction de la ville sur la ville. Et aujourd'hui, en fait, quand on met bout à bout, on a, par exemple, sur une commune, pour pas la citer, la commune d'Anglet, une intervention sur le centre-ville. Aujourd'hui, c'est un périmètre qui représente, en niveau d'acquisition, ce qu'on a à peu près estimé 25 millions d'euros d'acquisition foncière. Dans le modèle économique aujourd'hui de l'EPFL, on a besoin d'une participation annuelle de la collectivité, ce montant d'acquisition. Et en fait, la collectivité nous dit, c'est trop. Enfin, je peux pas aller jusqu'à ce niveau-là. Et donc, il faut qu'on trouve le moyen de la faire, cette opération, parce qu'elle est absolument indispensable, tout en ayant effectivement l'accompagnement de la commune, parce que l'idée, c'est pas de raser gratis. Ça peut être aussi un danger, c'est-à-dire qu'un EPF qui serait complètement déconnecté d'un engagement, une responsabilisation de la collectivité, ça peut être le risque, effectivement, que dans 15 ans, 20 ans, la collectivité dise, mais faites ce que vous voulez avec ce foncier, moi je veux pas le racheter, j'ai pas envie de développer un projet à cet endroit-là, ou en tout cas, le projet que je développe, il permet de racheter le foncier à 10% de la valeur que vous l'avez acheté.
Donc c'est vraiment une collaboration, un partenariat, une démarche, un engagement qui est construit, mais je pense qu'aujourd'hui, on ne peut pas faire autrement que cela. C'est aussi ça que développent les EPF d'État sur des filiales type foncière de portage long, c'est être en capacité en fait de faire ce qu'ils font aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, les EPF sur des portages de 6 à 8 ans font du portage in fine. Donc en fait, ils n'appellent pas de participation de la collectivité pendant une période, si ce n'est peut-être des frais de portage, mais qui sont un faible pourcentage du montant des acquisitions. Et donc c'est vrai que pour la collectivité, c'est confortable. Elle sait que l'acteur... Il n'y a rien à débourser pendant quelques années. Budgétairement, l'impact est limité, et dans 6-8 ans, le foncier sera soit encore une fois revendu à la collectivité, soit dans la quasi-totalité des cas à l'aménageur choisi ou à l'opérateur choisi par la collectivité, en lien bien sûr avec l'EPF. Là, c'est de pouvoir le faire sur des longues durées. Et donc pour ça, effectivement, il faut qu'on ait des moyens de financement. C'est pour ça qu'aujourd'hui, la Banque des Territoires a travaillé et a proposé une nouvelle source de financement qu'on commence à regarder, introspecter, et qui nous intéresse fortement, qui est le prêt Gaïa territorial, puisqu'en fait c'est un prêt avec un différé de remboursement sur une période quand même relativement longue, de 14 ans. Et donc ça, c'est vrai que c'est un outil, c'est un outil qui devient très intéressant, parce que pour des acteurs comme nous, ça nous permet de constituer des stocks sur des volumes conséquents, en ayant la garantie, effectivement, qu'on puisse le faire dans le cadre de nos moyens financiers, et de pouvoir contractualiser avec la collectivité, de pouvoir répondre au plus possible de sollicitations. Bien sûr, ces sollicitations devant être au préalable réfléchies, organisées. L'idée, c'est pas de dire oui à tout et n'importe quoi, mais de faire en sorte que quand on a un vrai projet, une vraie obligation, on a une commune, par exemple, de la zone littorale au Pays Basque. Aujourd'hui, on a 3 périmètres, 3 secteurs sur lesquels la collectivité voudrait avoir une vraie action. Et elle nous dit, dans le modèle économique aujourd'hui, je peux intervenir que sur un périmètre. Donc les 2 autres, tant pis, je laisse faire. Et on trouve ça dommage, pour pas dire d'autres mots. Je pense qu'on n'a pas le droit. À partir du moment où on considère effectivement que ces 3 périmètres nécessitent et méritent une intervention et une maîtrise foncière publique par rapport au projet de développement, il faut qu'on s'assure la capacité effectivement de pouvoir intervenir sur les 3 périmètres, et du coup d'accompagner correctement la collectivité. Et je crois que le sens du mot acteur, il prend toute son essence là, en fait. C'est-à-dire qu'on n'est plus... Beaucoup de gens nous présentent comme un outil au service. C'est ça. Très technique, alors l'outil, qu'en fait, effectivement, je pense que l'acteur, on devient vraiment... Partenaire, voilà, en fait, exactement. Est-ce que, sur l'illustration là que vous donniez sur les 3 périmètres, vous pouvez nous expliciter un peu, c'est-à-dire en quoi les dispositifs proposés par la Banque des Territoires permettraient de répondre ou pas? Concrètement, quand je parle du dossier sur la commune d'Anglet où on a 25 millions d'euros à financer, il est clair que si demain on a capacité, alors ça sera peut-être pas l'enveloppe globale, mais si on peut aller chercher 15-20 millions d'euros sur ce prêt Gaïa territorial, c'est un financement en fait qui nous permet à nous, EPF, donc d'aller réaliser ces acquisitions foncières à hauteur de 15 ou 20 millions d'euros, et de faire en sorte que le remboursement du prêt n'intervienne que 15 ans, à partir de la 15e année. Donc pendant 14 ans, en fait, on peut accompagner la collectivité sur la mise en place de l'opération d'aménagement, le choix des opérateurs, le dépôt des permis, j'en passe et des meilleurs. On sait que toutes ces opérations prennent du temps. Aujourd'hui, une opération d'aménagement, c'est une dizaine d'années. Donc c'est un moyen, effectivement, de constituer le stock, de garantir la maîtrise foncière, tout en se donnant le temps de mettre en œuvre des opérations. Parce que par le passé, malheureusement, on a eu des situations où on a été amené à faire des maîtrises foncières conséquentes. Et cet aspect financier, en fait, avait tendance à encourager la collectivité à aller vite. C'est-à-dire à lancer son opération d'aménagement rapidement pour justement ne plus avoir à assumer cette problématique de financement. Oui. Alors j'explique rapidement. Oui, c'est important. C'est qu'en fait, dans le modèle EPFL, vous avez 2 types vous avez des EPFL qui ont la capacité, comme les EPF, à faire du portage in fine, mais ils sont peu nombreux. C'est-à-dire, j'achète, je porte pendant 10 ans, pendant 15 ans. Seul, sans redevance. La collectivité, éventuellement, je facture des frais de portage, qui permettent de couvrir les frais financiers. Et la collectivité ne paye que ces frais-là. Qu'à la fin. Et à la fin, elle paye soit la totalité de la valeur du foncier, soit ce foncier revendu à un opérateur que la collectivité a choisi. Ça, c'est le in fine.
Ça, c'est, entre guillemets, quand on peut le faire, c'est très confortable. Le danger, quand même, encore une fois, et on le voit aujourd'hui, ça arrive, c'est que la collectivité, parce qu'on a eu plusieurs conseils municipaux et municipalités qui sont passés pendant 15 ans, c'est qu'elles disent, mais ça, c'était le projet des gars il y a 15 ans. Ça ne me concerne pas, c'est pas le nôtre, ça ne m'intéresse pas. C'est pas le nôtre. Nous, ce foncier-là, il nous intéresse pas. C'est plus là qu'on a envie de faire la ville. Donc, vous retrouvez EPF avec les. Voilà, on vous rachète pas le foncier. Alors, on va nous dire, oui, mais vous avez des conventions, donc la collectivité a délibéré, elles sont opposables, donc vous pouvez contraindre la collectivité à acheter. Bon, c'est pas l'objectif. Oui. Vous voyez dans quel système on rentre. Je saisis le préfet, le tribunal administratif pour demander un quittancement d'office. Enfin bon, autant dire que la relation avec la collectivité va plus être tout à fait de bonnes relations. Et puis après, vous avez un autre modèle qui est beaucoup plus généralisé dans les EPFL, c'est un principe de remboursement par annuité. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'achète 1 million d'euros, je porte pendant 10 ans, je vais demander en fait à la collectivité chaque année de verser 100 000 euros à l'EPFL. C'est un modèle très confortable qui par le passé fonctionnait bien, puisque les collectivités avaient le budget pour le faire, et ça donnait la capacité chaque année à l'EPFL de racheter et de constituer des stocks de plus en plus conséquents. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, et aussi par le développement de l'activité, par le fait qu'on intervient quasiment plus, pour pas dire plus du tout, sur du foncier nu, donc on intervient sur du foncier bâti, complexe, donc cher, donc plus cher, qu'on a des coûts, je le disais, de dépollution, de démolition qui viennent se rajouter. On a des financements publics qui sont restreints. Il y a des besoins complémentaires, donc on voit qu'on intervient effectivement de façon plus importante, fait que finalement, ce montant d'annuité, il finit par être plus absorbable ou plus acceptable pour le budget communal. L'exemple que je vous donnais, c'est qu'à Anglet, aujourd'hui, la mairie nous a dit, nous, on peut envisager d'aller jusqu'à 1,5 million d'euros d'annuité, mais au-delà, on ne sera pas capable. Et donc, dans le modèle financier, aujourd'hui, 25 millions d'euros d'acquisition par le PFL, porté sur une période de 15 ans, ça fait plus d'1,5 million par an, et donc ça marche pas. Et donc, effectivement, il faut qu'on trouve le système. Alors, soit on arrête, c'est-à-dire qu'on dit, jusqu'à la somme, on fait des acquisitions, puis après on n'achète plus, tant pis, c'est plus nous, ou alors on trouve un autre modèle. En même temps, on se rend compte que ce modèle de remboursement par annuité, il a quelque part un défaut, c'est que finalement on fait rembourser à la collectivité, donc on grève le budget de la collectivité de ces montants, alors qu'à la fin, c'est très souvent un tiers qui va réaliser l'opération. Un bailleur social, une SEM, un opérateur, c'est pas la collectivité elle-même, sauf si c'est pour un équipement public ou c'est la collectivité qui sera maître d'ouvrage, mais sinon, dans 99% des cas, la collectivité va laisser faire l'aménagement par un opérateur, et donc c'est l'opérateur qui va acheter. Donc qu'est-ce qui se passe? C'est qu'en fait, on revend à l'opérateur et puis on rembourse à la collectivité les annuités. Est-ce que c'est utile, en fait, de gréver le budget pendant toute cette période? En même temps, aujourd'hui, on sait que quand on achète un foncier, quand on l'achète aujourd'hui, avec le projet envisagé, l'opération, c'est d'ores et déjà qu'elle ne sera pas équilibrée. Dans 10 ans, dans 15 ans, elle ne le sera certainement toujours pas. Et donc on se dit, malgré tout, peut-être qu'il ne faut pas faire financer la totalité du foncier à la collectivité, parce que ça grève son budget. 1, elle peut peut-être pas. 2, c'est pas nécessaire et ça lui permet d'investir effectivement sur d'autres axes de sa politique. Mais en même temps, peut-être de participer un peu chaque année. Ça l'implique toujours dans le dossier, ça l'encourage effectivement à mener l'opération, à y participer. Et puis en même temps, ça peut être aussi le moyen de financer tout au long de ces années la participation publique qui sera nécessaire à l'équilibre de cette opération. Concrètement, si je reviens sur mon exemple de la ville d'Anglet, peut-être que si la ville d'Anglet finance 200 000 euros ou 300 000 euros chaque année, pendant 10 ans, dans 10 ans, elle aura financé 3 millions d'euros, et que ces 3 millions d'euros, dans le cadre d'une minoration foncière, pourront, pourquoi pas, venir correspondre à la participation publique de la collectivité qui sera souhaitée dans l'opération. Et donc c'est un moyen pour elle de la payer en 10 fois plutôt que d'avoir à la financer à la fin de l'opération. Donc on est dans cet entre-deux en ce moment de réflexion pour faire en sorte effectivement de trouver le modèle idoine pour faire en sorte que
quand il y a nécessité de maîtrise et d'intervention publique, l'EPF puisse répondre toujours favorablement et se donne les moyens de pouvoir acquérir le foncier, et qu'en parallèle, les collectivités puissent l'assumer, et aussi qu'on accompagne les collectivités finalement dans la construction, dans le modèle de ces opérations. Ça pose plein de questions. Ça pose la question de la propriété du foncier, qui doit être propriétaire finalement du foncier. Ça pose la question de la responsabilité du projet de territoire. Vous dites la difficulté ou au moins la dérive possible serait que les collectivités soient un peu déresponsabilisées du projet. Ça, faut quand même évidemment faire attention à cette question, parce qu'on parle d'intérêt général et qu'à un moment donné, c'est quand même les collectivités qui sont là-dessus. Et puis, ça pose la question du modèle économique pour l'EPF, aussi. Sur le in fine, je reviens un tout petit peu sur le in fine, j'ai une question, c'est comment l'EPFL arrive à faire du portage foncier sans aucune redevance pendant plusieurs années. Comment c'est possible ? Alors ceux qui sont en capacité de le faire, souvent, c'est lié éventuellement à un moment à une rétrocession conséquente de foncier, donc il leur donne une trésorerie, un montant de trésorerie. Par ailleurs, je veux dire, pas sur l'opération, c'est des choses, c'est à l'échelle vraiment de par toutes exemple, vos opérations. Oui, ou des stocks qui ont été faits, si vous voulez, au fil du temps, et qui, lors de leur rétrocession, amènent à une capacité de trésorerie. C'est une TSE aussi conséquente, et c'est vrai que souvent, c'est une TSE. Alors, qu'est-ce qui se passe en fonction des territoires? Vous avez des territoires où vous avez une population assez importante. La TSE, en fait, le principe de la TSE, c'est que on arrête un montant de TSE, un montant par habitant. Et c'est le Code général des impôts plafonne ce montant à 20 €. On ne peut pas aller au-delà de 20 € par habitant. Mais en fait, on détermine une recette globale. Donc on dit, voilà, l'EPF entend pour l'année prochaine avoir une recette de X millions d'euros, ce qui correspond généralement à 8 €, 10 €, 12 € par habitant. Quand vous êtes sur un territoire qui est peuplé, où vous avez un foncier qui est pas cher, ça vous fait une grosse recette fiscale. Vous avez moyen d'avoir une grosse recette fiscale, avec finalement des montants d'acquisition qui sont pas très importants, ce qui vous permet finalement de faire de la minoration foncière, de prendre en charge des coûts de travaux, et éventuellement aussi de pouvoir porter sans avoir besoin de reconstituer votre stock régulièrement. Ce que je vous disais, sur 32 millions d'euros de stock aujourd'hui, la TSE chez nous, c'est 6,5 millions. Donc c'est à peine, vous voyez, un cinquième, entre un quart et un cinquième. Si j'ai pas les 7 millions d'annuités qui sont versées par les collectivités, ben voilà, j'aille tout chercher en emprunt. Les emprunts, je suis obligé de les rembourser par annuité. Moi, on me les fait rembourser par annuité ou voire par trimestrialité. Donc, il faut que je trouve le moyen de les financer. Donc, au-delà des 32 millions, c'est plus le montant des remboursements d'emprunts. Donc, ça fonctionne pas. Vous avez des territoires où, effectivement, le montant de TSE représente plus de 50% du montant des acquisitions annuelles. Si vous percevez la pénalité SRU, elle vient vous rapporter. Moi, je ne bénéficie pas de ce reversement. Donc ça peut être aussi une recette complémentaire qui vous permet d'acquérir du foncier ou de faire de la minoration foncière. Donc voilà, c'est cette organisation financière. Et il est vrai que, on le disait, les EPF d'État qui sont sur des périmètres de régions administratives, aujourd'hui, la Nouvelle-Aquitaine, alors pour le coup, ne couvre pas tous les départements, puisqu'il y a il y a des EPFL en Pyrénées-Atlantiques, dans les Landes, et puis sur l'agglomération d'Agen, mais sinon le reste de la région est couvert par l'EPF Nouvelle-Aquitaine. Je crois qu'il doit couvrir à peu près 5-6 millions d'habitants. Bon, ben vous voyez, même à 1 € du mètre carré, à 1 € pardon, de TSE par habitant, il arrive au même niveau de TSE que nous. Ouais. Or, je crois qu'ils doivent être à 6 ou 7 de TSE. Donc, vous voyez, le coefficient multiplicateur est très important, et du coup, effectivement, derrière, ça donne des capacités qui sont très conséquentes. Donc, ce qui permet effectivement du portage in fine, c'est d'avoir un territoire qui génère ou qui permet de générer une fiscalité conséquente. Et tant mieux pour vous si en face vous avez un foncier qui est pas trop cher, puisque ça vous permet d'en acheter beaucoup, tout en n'ayant pas forcément à aller chercher de l'emprunt
et donc de pouvoir, pourquoi pas, faire du in fine. Mais c'est ça, on voit qu'il y a ce qui est possible par les dispositifs réglementaires ou des dispositifs mis en place et des choix faits, mais il y a aussi la situation et la configuration territoriale, en fait. C'est ça, tout à fait. C'est aussi un autre sujet, comment on fait pour régler ces différences territoriales. C'est ça, et puis si, je pense, sans faire de... Mais je pense que même au sein des EPF d'État, vous avez des situations qui sont complètement différentes, parce que certains, tout en ayant des territoires régionaux, donc ce qui veut dire très disparates, dans la région, on va forcément trouver du rural, du très rural, de l'urbain, du très urbain, du métropolitain, du tendu, du détendu. Mais pour autant, vous avez, je pense à PACA par exemple, qui a tout le littoral. Enfin, on peut penser qu'il y a quand même un coût de foncier qui est conséquent, et je pense qu'effectivement la situation de l'EPF PACA n'est pas tout à fait la même que, par exemple, nos collègues de Nouvelle-Aquitaine, quand bien même ils ont le littoral néo-aquitain, mais avec la Gironde. Alors certes, il y a le bassin d'Arcachon qui est très cher, mais Charente-Maritime, tout ça, je pense que c'est moins cher. Enfin, pareil, je ne suis pas spécialisé ou je n'ai pas tous les chiffres, mais voilà, je pense qu'ils n'ont pas les mêmes équilibres, ils n'ont pas non plus les mêmes problématiques entre eux. Je sais, pour en avoir discuté avec la collègue de l'EPF PACA, que par exemple, elle, son gros souci chaque année, c'est de s'assurer d'avoir un montant de rétrocession suffisant, parce que ces rétrocessions qu'elle fait in fine, cette garantie de pouvoir revendre ses fonciers qui sont chers, lui donne de la trésorerie pour faire les acquisitions qui sont chères aussi. On voit la complexité. Alors, c'est vrai qu'on a finalement continué dans le mécanisme, la manière dont ça fonctionne, et vous avez déjà évoqué un peu les limites. Donc, ça me paraissait intéressant de ne pas couper la discussion et de continuer sur ces sujets. Mais j'aimerais maintenant qu'on puisse quand même essayer de donner des illustrations concrètes du rôle des EPFL. Et donc, dans votre territoire, le Pays Basque, est-ce que vous pouvez rapidement donner des précisions sur les dynamiques territoriales qu'il y a dans le Pays Basque, les différentes dynamiques et les difficultés éventuelles? En tout cas, les enjeux prioritaires pour votre territoire. L'enjeu prioritaire, il est, au Pays Basque, il est clairement autour du logement. Et finalement, du logement pour les habitants, enfin pour les actifs. Enfin, quand je dis actifs, c'est les gens qui vivent, parce que ça prend en considération aussi les retraités et les jeunes, mais c'est effectivement les gens qui sont présents sur le territoire aujourd'hui et qui ont de plus en plus de mal, en fait, à se loger. Ça impacte aussi l'arrivée de nouvelles populations, et notamment dans l'offre d'emploi qui peut être proposée par certains acteurs économiques qui aujourd'hui ont du mal à recruter, parce qu'en fait, il n'y a pas le logement en face de l'emploi, et donc l'employé réfléchit à 2 fois avant de venir, voire même quelquefois vient et repart, parce qu'il ne trouve pas de solution de logement. Et en fait, cette problématique est liée à plusieurs critères et plusieurs raisons, mais il y a eu un fort développement de l'investissement sur le logement à vocation de location, et notamment de location touristique, également de résidence secondaire, ce qui finalement alors avec des gens qui arrivaient avec des moyens conséquents, donc moyens supérieurs finalement aux populations locales, parce que ce que les gens n'ont pas forcément toujours en tête, c'est que le Pays Basque, qui de loin apparaît comme un territoire très riche, en fait ne l'est pas. C'est un territoire où le foncier est très cher, où la tension sur le foncier est très importante, mais il faut savoir que le revenu moyen des actifs au Pays Basque est inférieur en fait au revenu moyen national. Donc en fait c'est le paradoxe, on est dans un territoire où se loger coûte très cher, et les gens qui travaillent sur le territoire n'ont en fait pas les revenus pour pouvoir se loger. Donc, petit à petit, s'éloignent de leur lieu de travail. Il y a un gros travail qui est fait aujourd'hui par le territoire pour faire en sorte aussi c'est pas une métropole, mais en tout cas de faire en sorte que cette métropolisation de l'activité, et notamment des activités économiques qui sont, on s'en doute, très présentes sur la côte, très concentrées sur la côte, faire en sorte effectivement de travailler à renforcer, parce qu'il y a malgré tout de l'activité, du service sur l'ensemble du territoire Pays Basque, mais ça a besoin d'être renforcé, d'être développé, d'être favorisé. Je pense notamment à l'enseignement et l'enseignement universitaire, où tout est concentré
ou étaient concentrés effectivement sur l'agglomération bayonnaise. Et l'idée, c'est de faire en sorte que, il y ait sur d'autres parties du territoire, sur des filières particulières, de l'offre de formation, et qu'autour de cette offre de formation, ça génère de l'implantation d'activités économiques, et donc aussi le développement de l'habitat, et donc de tous les services qui vont avec l'habitat, commerce et autres. Et donc, il y a tout ce contexte qui est là, et qui crée aujourd'hui une tension très forte. Je crois que c'est vraiment un point d'inquiétude, puisqu'en fait, là aussi, c'est peut-être lié, c'est peut-être une caractéristique du territoire, mais on a une société civile qui est très mobilisée. On a des gens qui sont très impliqués dans le milieu associatif et qui sont très attachés à leur territoire et qui aujourd'hui ont vraiment le sentiment je vais le dire comme ça, c'est un peu direct, mais de se faire foutre dehors. Et ils le vivent très très mal. Ils ne l'acceptent pas. Et on voit aujourd'hui des manifestations par la société civile qui, moi, m'inquiètent, qui sont légitimes, moi je trouve légitimes, mais dans leur démonstration, dans leur application, que je trouve... en tout cas, je trouve que c'est dangereux, qu'on est en train de prendre un virage un peu dangereux, quand vous avez, par exemple, effectivement une transaction immobilière qui est critiquable, sur lequel on peut se poser beaucoup de questions, et notamment sur les niveaux de vente du bien, et notamment entre le prix auquel la personne a acheté le bien et auquel elle le revend 2-3 ans après. En plus, elle le revend pour clairement de l'investissement, on va dire, résidentiel, secondaire, ou pour de la location touristique, et que cette personne se retrouve avec 70 manifestants dans son jardin, qui la somme de sortir s'expliquer et d'expliquer pourquoi... de la communication où on n'hésite pas à donner le nom des gens, à dire qui fait quoi. Je pense qu'il y a un fond de légitimité dans cette mobilisation. Je pense que cette mobilisation, elle est nécessaire pour faire prendre conscience à l'ensemble des acteurs qu'on est arrivé et on est dans une situation aujourd'hui qui n'est plus acceptable. De voir des personnes âgées aujourd'hui qui se voient forcées de signer des baux précaires parce que ce sont des personnes, on va dire, vulnérables, et que surtout, vu leur petite retraite, elles sont bien contentes d'avoir trouvé un logement, mais finalement, elles peuvent se faire mettre dehors demain sans difficulté, et qu'au moment de la signature du bail, elles ont déjà signé la résiliation de celui-ci, parce que l'agence leur met la pression en disant « c'est ça ou vous n'avez pas le logement ». C'est inacceptable. C'est carrément pas légal. Sauf que c'est des pratiques qui existent, qui sont dénoncées par des associations. Donc ça, je trouve que c'est nécessaire, c'est bien. Vous avez nombre de gens aujourd'hui qui déclarent être en résidence principale sur des biens au Pays Basque, alors qu'ils ne sont pas du tout en résidence principale au Pays Basque. Vous avez des gens qui ne font pas les déclarations réglementaires nécessaires pour faire de la location touristique. Vous avez des gens qui ne respectent pas l'encadrement des loyers ou ce genre de choses. Vous avez des dérives. Mais bon, à partir du moment où il y a de l'argent à gagner, on sait que ça génère effectivement des pratiques et des attitudes qui peuvent dépasser le cadre légal. Donc que la société civile s'empare de ces sujets et dénonce et mette en lumière effectivement ces pratiques, je pense que c'est absolument nécessaire et c'est important. Je pense que par contre, on a franchi un cap, parce que là, on est vraiment dans la stigmatisation, dans la désignation. Et ça, je pense que ça peut être dangereux. Il peut y avoir des dérapages. Parce que véritablement, il faut avoir conscience aujourd'hui que vous avez des infirmières à l'hôpital de Bayonne qui dorment dans leur voiture. Vous avez des gens qui ne savent pas comment ils vont pouvoir se loger parce que leur propriétaire leur a donné congé de façon à pouvoir derrière faire du Airbnb ou ce genre de choses. Et qui sont en panique. Et on peut comprendre, on comprend que humainement, à un moment, il puisse y avoir une réaction un peu violente ou une dérive qui puisse s'engager. Ce qui m'inquiète surtout, c'est qu'on a eu de nombreuses personnalités politiques qui sont venues sur le territoire et qui, je pense, ont balayé d'un revers de la main cette problématique, ou en tout cas ont fait semblant de s'y intéresser, mais n'ont pas pris conscience véritablement de la profondeur du malaise et des difficultés qui sont rencontrées. Et ça, je pense que c'est
Voilà, moi c'est quelque chose qui m'inquiète parce qu'en plus, ça s'entend, monsieur. Parce qu'en plus on est, je disais, enfin sincèrement aujourd'hui, c'est pas un plaisir pour nous que d'avoir acheté un bien à un propriétaire dans le but de faire un projet public, d'avoir le sentiment parce qu'on a eu son accord, d'avoir le sentiment d'avoir fait une bonne négociation avec ce propriétaire. Je dis pas bonne dans le sens j'ai fait la bonne affaire, je dis bonne dans le sens où on est dans une relation gagnant-gagnant, c'est-à-dire que nous, on a négocié un prix qui nous semble effectivement être le prix acceptable pour l'acquisition de ce bien, et le propriétaire qui l'a accepté parce qu'il lui semble être le prix qu'il souhaitait en avoir, ou en tout cas qu'il acceptait d'avoir pour la cession de son bien. Et finalement, 1 an après, se rendre compte que cette personne vous dit « mais je trouve rien ». En fait, soit déjà parce qu'il n'y a pas grand-chose, ou en tout cas la disponibilité des biens est pas très importante dans ces niveaux de prix. Et en plus, voilà, j'arrive pas à trouver parce que c'est plus cher. Et ça, c'est pas du tout satisfaisant. Enfin, c'est pas le souhait qu'on a envie. Moi, j'aimerais effectivement que les gens à qui on achète un bien, 3 mois après, je puisse les recroiser en me disant « on est super content, monsieur Portier, on était un peu triste de vendre notre bien parce que on s'attendait pas à être interpellé par la collectivité pour vendre le bien. Mais finalement, on a retrouvé quelque chose où on est bien, où on est content d'être aujourd'hui. Et ça, par le passé, on en a plein des histoires comme ça, où on a accompagné des gens, et aujourd'hui, les gens, on est même resté en relation avec eux, et on continue à échanger avec eux. Cette situation a changé. Ouais. Le logement est vraiment une situation très, très, très préoccupante, et vous nous l'avez parfaitement bien illustré. La réaction de la société civile, elle montre à quel point il est urgent d'agir. Vous avez mis en place des dispositifs EPF, avec le PFL, pour lutter en tout cas contre ces phénomènes, pour travailler l'offre de logements abordables, puisque c'est l'enjeu prioritaire. Est-ce que vous pouvez nous parler rapidement de ce que vous avez mis en place? L'OFS, notamment, le BRS, le bail réel solidaire avec l'OFS, ce dispositif-là. Et puis, d'autres dispositifs comme le viager solidaire. Peut-être vous pouvez nous parler rapidement de ces dispositifs pour illustrer concrètement comment un EPFL peut agir sur les enjeux prioritaires du territoire. Donc, on a, sur l'organisme foncier solidaire, c'était effectivement pour être en capacité d'avoir une offre de bail réel solidaire, donc de produire des baux réels solidaires. L'idée, c'était, et c'est toujours la nôtre, en fait, c'est de faire en sorte que par le modèle qu'on développe, on fasse en sorte d'impacter un minimum de coûts dans la mise en œuvre du projet. Donc, ce qui veut dire que finalement, les coûts d'emprunt, les coûts de structure de l'EPF dans ce cadre-là ne sont pas reportés dans la cession du BRS opérateur, puisqu'on confie en fait la construction des logements à un opérateur, qui très souvent est pour l'instant, est tout le temps un opérateur social. Et donc, quand on lui consent le BRS opérateur, on le fait à l'euro symbolique, de façon à ne pas impacter le coût et le prix de sortie des logements qui seront commercialisés. Donc c'est un modèle qui permet de produire des logements le moins cher possible au regard des coûts de construction et de commercialisation aujourd'hui. Et l'idée, en fait, c'est de se dire qu'on va chercher à proposer finalement aux déciles les plus bas possibles de l'accession sociale. Et pourquoi? Parce qu'en fait, l'idée, c'est aussi de faire en sorte que ces gens qui n'auraient comme possibilité que d'être locataires dans le logement locatif social, pour ceux qui en ont envie et qui en ont les moyens, deviennent accédants dans le cadre de l'accession sociale et du BRS, et du coup libèrent un logement locatif social, ce qui veut dire qu'on reconstitue finalement un parcours résidentiel qui est un peu rompu aujourd'hui, puisqu'on a des gens qui rentrent dans le logement locatif social et qui vont certainement y rester toute leur vie parce qu'ils n'auront jamais les moyens d'en sortir. Donc par ce principe, faire en sorte qu'il y ait une rotation de nouveaux qui se mette en place et que ça permette en partie de répondre aux besoins en logements locatifs sociaux sans forcément avoir besoin de construire des nouveaux logements. En parallèle, c'est aussi le moyen de répondre à la problématique de réhabilitation des centres-bourgs et notamment des centres-bourgs ruraux sur des biens qui aujourd'hui sont vides, inoccupés, qui nécessitent des travaux de réhabilitation conséquents et qui souvent rendent finalement la commercialisation des logements impossible, puisque le coût de réhabilitation amène à des cessions de logements qui sont trop chères pour le marché local. Et donc, par le biais du BRS, c'est d'être en capacité d'absorber une partie de ces coûts de réhabilitation pour faire en sorte qu'on produise des logements à des prix accessibles pour ces secteurs-là. Donc ça, c'est la partie effectivement au logement. On est un petit acteur, il y a les bailleurs sociaux, mais on essaye, nous, finalement,
de venir compléter un peu les trous dans la raquette, là où les bailleurs peuvent pas agir ou ont des difficultés, de faire en sorte que l'EPF vienne compléter en fait cette offre. Sur la question du viager solidaire, en fait, c'est là aussi pour les deux territoires tendus et détendus. En zone détendue, c'est saisir l'opportunité finalement de biens qui aujourd'hui sont occupés par des agriculteurs célibataires, veufs, voilà, qui ont souvent des bâtis un peu conséquents et qui, vieillissant, ont envie de rester malgré tout chez eux. Et donc, par notre intervention, en faisant l'acquisition en viager de ces biens, on va permettre la réalisation de travaux pour faire en sorte que ces personnes puissent rester chez elles. La rente qui leur sera versée pourra en partie être transformée en service complémentaire au droit commun. Donc ça, c'est une collaboration qu'on a avec Solia, Pays Basque, et le département des Pyrénées-Atlantiques et tout l'accompagnement social du département mené par le département. Et donc de faire en sorte effectivement que au moment de la récupération du viager, donc au décès de la personne, le bien soit vendu en BRS, donc en bail réel solidaire, pour faire en sorte effectivement qu'on soit sur de l'accession sociale et que tout cet investissement soit d'argent public et de financement public soit pérennisé dans le temps via l'accession sociale en BRS. Sur la zone tendue, la motivation, elle est un peu, on va dire, elle se rejoint, mais elle est un peu différente. C'est que il y a un constat, c'est que sur la côte basque, en fait, dans ces centres urbains très chers, très tendus, les propriétaires occupants sont des personnes âgées, majoritairement. Et donc de se dire que ce patrimoine, si demain on peut le capter, faire en sorte effectivement que par le viager, les gens qui sont propriétaires occupants puissent rester vivre dans leur appartement, via des travaux d'adaptation, via quelques aménagements. Ça peut être intéressant effectivement pour eux, ça répond à la problématique qu'on a aussi sur le territoire et sur d'autres, de trouver des solutions et la difficulté de mettre en place des structures d'accueil pour les personnes âgées, donc de faire en sorte de retarder le plus possible le départ en maison de retraite ou en institution pour personnes âgées. Et la garantie aussi vis-à-vis d'eux, mais aussi vis-à-vis de leur famille, de leurs héritiers, qu'il n'y a pas de démarche spéculative sur le logement. C'est pas parce qu'on achète un appartement en plein centre de Biarritz qu'effectivement demain on cherchera parce qu'on l'a acheté en viager, à faire la bonne affaire comme certains disent, mais bien au contraire de dire nous on le revendra en BRS. Et donc là où aujourd'hui on a un couple de personnes qui ont 70 ans, bah demain on fera venir une famille qui n'aurait jamais pu acheter ici, et des primo-accédants qui vont venir réinvestir ce quartier, et avec 1, 2, 3, 4, 10, 20, 50 logements, faire en sorte que voilà, on arrive à faire revenir dans des endroits où aujourd'hui il n'y a plus d'école, ou en tout cas on voit la population scolaire fortement baisser, puisque finalement la population vieillit et donc on n'a plus ces familles. C'est vraiment intéressant parce qu'on voit que vous êtes un acteur de la stratégie. C'est là qu'on voit de l'intérêt général et que vous êtes un acteur de proximité qui peut agir du coup dans la dentelle, sur du sur-mesure, dans le tissu constitué, dans le tissu urbain. C'est vraiment très intéressant. Je pense qu'il va falloir que je vous réinvite pour un deuxième épisode parce qu'en fait on ne fait... Et malheureusement il va falloir qu'on termine ce podcast. Et il y a tout un tas d'autres dispositifs que vous travaillez dans le territoire Pays Basque que j'aurais souhaité développer avec vous. Peut-être qu'en conclusion, vous pouvez nous donner quelques pistes de réflexion sur comment on fait évoluer les structures EPFL et comment on fait évoluer les montages d'opérations pour se sortir des limites que vous avez évoquées en première partie de podcast. Peut-être en conclusion, je vous propose quelques pistes de réflexion. D'accord. Bon, sur l'évolution des EPFL, on l'a un peu évoqué, c'est trouver effectivement je pense aujourd'hui le moyen, l'accompagnement en fait pour doter ces structures. Alors on parle de la TSE, il y a un contexte aujourd'hui, c'est des échanges qu'on a avec Bercy sur le fait qu'une partie de la TSE, donc celle qui s'appliquait sur l'ancienne taxe d'habitation qui a disparu, a été maintenue en fait aujourd'hui par l'État sous forme de dotation. Donc c'est vrai que on sait tous ce que c'est qu'une dotation, et donc la crainte que si cette dotation, pour des raisons financières, budgétaires, vient à être disparaître, c'est une perte sèche. Aujourd'hui, c'est 30% à peu près de la recette TSE qui est représentée par cette dotation, donc c'est très conséquent.
Et donc, effectivement, il faut se garantir. Le sénateur Blanc, par exemple, qui travaille beaucoup sur ces sujets, a à nombreuses reprises mis en avant le fait qu'il faut trouver la solution de maintien de cette fiscalité. Je pense que c'est sur l'aspect, finalement, financement. Après, sur le cadre plus général, je pense que, en tout cas, c'est un point de vue personnel, mais je pense qu'aujourd'hui, finalement, la mise en œuvre du zéro artificialisation nette, ou en tout cas l'orientation vers cette sobriété foncière, cette nécessité de reconstruire la ville sur la ville, repositionne et fait en sorte que de nouveau, ou en tout cas l'intervention publique et la maîtrise foncière publique reprennent la main. Puis redevient incontournable. Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que sur la restructuration d'un quartier, c'est pas un opérateur privé qui pendant 10 ans peut aller acheter l'autre copropriété par l'autre copropriété. Enfin, je veux dire, voilà, c'est pas son métier, c'est pas. Il intervient dans un second temps dans l'opération d'aménagement, dans la réalisation, c'est normal. Ce sont les acteurs dont on a besoin et qu'il est nécessaire de faire intervenir, mais c'est pas. Donc, on est vraiment dans la nécessité de réinstaurer une maîtrise foncière publique, une action foncière publique très forte. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a un cadre, de mon point de vue, on a un cadre réglementaire et juridique qui est aux antipodes, en fait, de cette orientation-là. Clairement, quand vous êtes devant un juge de l'expropriation, l'intérêt privé est favorisé au regard de l'intérêt public. La collectivité, qui est souvent l'expropriant, et pas, si vous voulez, il y a une appréhension dans la façon de faire, dans le mode de faire, qui est en défaveur de la collectivité et en faveur du propriétaire. Des exemples, j'en ai des centaines que je peux... Et quand je les raconte, on me dit « mais non, c'est pas possible ». Je dis « mais pourtant si, c'est la réalité ». Ce cadre réglementaire, en fait, je pense qu'il est fortement assis sur ce principe et sur ce concept de propriété. Enfin, on n'est plus dans un concept de propriété privée, de droit de propriété privée, de ce droit constitutionnel. Sacré. Mais sacré. Mais le seul problème, je pense aujourd'hui, c'est qu'on a complètement intégré en fait et associé au droit de propriété privée le droit. Alors je le dis comme ça, mais le droit de spéculer. C'est le côté financier du droit de propriété privée. Je prends un simple exemple. Y a-t-il atteinte au droit de propriété lorsqu'un terrain qui était constructible passe de constructible à agricole? Si je relis la Constitution, si je regarde un peu ce qui est écrit, je vois pas en quoi le changement de zonage du PLU porte atteinte au droit de propriété du propriétaire. Voilà. Et pour autant, on voit bien... C'est interprété comme ça. On voit que dans l'interprétation, on a ce frein, on a cette opposition à l'évolution réglementaire et juridique en disant « Ah mais non, c'est pas possible, on va taper au portefeuille le propriétaire, donc on porte atteinte à son droit de propriété. » Et je pense que là, il y a un vrai sujet, je pense qu'il y a une vraie nécessité de se re-questionner là-dessus, parce que je crois que c'est un vrai blocage, on l'a vu, il y a plein de textes qui ont été... Déjà conscientiser ça. C'est ça. Parce qu'en fait... Oui, c'est ça. Et en fait, il y a des textes aujourd'hui qui sont écartés, ou des écritures de textes qui sont écartées, quelquefois par le Conseil constitutionnel, sur le principe, justement, du droit de propriété. Mais dans la lecture, en fait, je pense qu'il n'y a pas atteinte au droit de propriété. Enfin, je pense que ça peut être un vrai débat. Et à mon sens, on est arrivé là à un niveau où il va falloir, en tout cas, il serait bon qu'on prenne le temps et avec l'ensemble des acteurs de discuter de ce sujet pour arriver finalement à une analyse peut-être partagée et commune. On va organiser du coup un débat avec plusieurs acteurs dans Citizen Vox pour parler de tous ces sujets, et en particulier de ce dernier sujet qui est vraiment très intéressant, qui ouvre plein de perspectives et qui montre encore une fois qu'on est à la croisée des chemins et surtout qu'on est face à une révolution de modèle, en fait, à faire. Je vous remercie infiniment, Arnaud Portier, d'avoir partagé ce témoignage, cette expérience. Et je vous dis à très bientôt dans Citizen Vox. Merci. Merci à vous, avec plaisir. Au revoir. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Citizen Vox. J'espère qu'il aura été utile à vos réflexions. Vous trouverez l'ensemble des épisodes sur le site internet citizen.fr, cityzan.fr, et sur la plateforme Ocha. À très bientôt.